Le dernier invité. On dit souvent que le temps efface tout. C'est faux. Il ne fait que recouvrir nos pires secrets d'une fine couche de poussière, jusqu'à ce que quelqu'un décide de la balayer. Ce jour, je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette invitation. Un séjour luxueux, tout frais payé dans un manoir majestueux. Au début, j'ai cru simplement à une escroquerie. Alors, avec mes compétences en informatique, j'ai fouillé. J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé de frauduleux dans ce message. Aucun virus non plus. Alors, pourquoi refuser ? Ces vacances s'annonçaient exceptionnelles. Je me suis donc rendue sur les lieux. Pour accéder au manoir, il fallait d'abord franchir un grand portail en fer forgé donnant sur la cour. En levant les yeux vers la façade, je me demandais le nombre de personnes qu'il fallait pour entretenir un tel domaine. Tout était démesuré. Dès mon arrivée devant le perron, un voiturier m'attendait. Il a pris mes bagages et mes clés pour aller garer ma voiture. J'avais vraiment l'impression de basculer dans un autre monde. En passant la grande porte, un majordome a ôté ma veste. C'est là que j'ai vu les autres invités dans le salon. Ils étaient installés confortablement, des verres à la main, discutant à voix basse au milieu de rires étouffés. On aurait presque pu croire à une banale soirée mondaine. Je me suis présentée à eux, et j'ai vite découvert qu'ils étaient dans le même cas que moi, ici, totalement à l'aveugle. Nous étions 6 au total, venus de milieux complètement différents. Il y avait d'abord cette femme, mince, élancée. Elle était institutrice dans un collège, s'exprimait avec une éloquence parfaite, le genre de profil à reprendre les gens à la moindre erreur de diction. À côté d'elle, un courtier en assurance, qui parlait fort. Il y avait aussi un chirurgien. Il était très soigné, très élégant, d'une politesse presque intimidante. À plusieurs reprises, je l'ai surpris à réajuster machinalement son nœud de cravate. Et il y avait une jeune influenceuse, un peu plus discrète. Elle gagnait sa vie grâce aux réseaux sociaux. Et puis, il y avait cet homme, assis à l'écart sur un fauteuil. Maigre, blafard. Il ressemblait à un junkie. Il avait l'air complètement ailleurs, le regard vide, fixé sur le sol. Un détail étrange m'a frappé. Il portait un unique gant en caoutchouc jaune sur sa main droite. Il ne disait rien, ne riait pas. On l'a un peu ignoré, pensant qu'il était simplement mal à l'aise ou déconnecté de la réalité. Quant à moi, au milieu de tout ce monde, je me sentais un peu déboussolée. De nature introvertie, je n'osais pas vraiment m'affirmer. Je leur ai quand même vaguement parlé de moi, en expliquant simplement que j'étais passionnée d'informatique depuis des années et que je travaillais actuellement dans la cybersécurité. Soudain, le tintement d'une cloche brisa nos conversations. Dans un léger bourdonnement mécanique, une immense télévision est sortie du buffet. Nous étions tous impressionnés. Malgré ses airs anciens et gothiques, ce manoir était à la pointe de la technologie. Sur l'écran, un visage est apparu. Un homme moustachu au sourire figé. C'était le maître des lieux. Sa voix, amplifiée par des haut-parleurs dissimulés dans les murs, nous a souhaité la bienvenue, avant de nous inviter à rejoindre la grande table du salon pour passer au dîner. C'est là que tout a commencé. Nous avons pris place autour de la table ronde. À ma gauche, le courtier passait son temps à tourner entre ses doigts la lourde montre en or à son poignet, comme pour s'assurer que tout le monde l'avait bien vue. À ma droite, l'influenceuse tapotait nerveusement ses ongles manucurés sur l'écran éteint de son téléphone. Et en face de moi, il y avait cet homme étrange aux gants jaunes. Il balayait la table du regard. Il avait les yeux cernés, se grattait souvent le cou, puis le bras. Au moindre nouveau bruit, il sursautait légèrement. Il m'intriguait.
J'ai tenté de le découvrir un peu plus, mais discuter avec lui n'était pas une mince affaire. Il évitait mon regard. La seule chose qu'il m'a dite, c'était un murmure. Une voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. N'essaie pas de gagner. Regarde ce qu'ils ont fait de moi. Je n'avais pas compris. Pourquoi avait-il dit ça? Une mise en garde? Un délire? Puis plusieurs serveurs sont arrivés derrière nous avec des plateaux dans les mains. À l'instant où ils ont soulevé les cloches des plats, je vis le junkie se jeter sur son assiette, dévorant son repas comme une bête affamée. Le chirurgien le fixait avec un dégoût profond, tout en frottant obsessionnellement ses mains l'une contre l'autre, comme pour se désinfecter de sa présence. Pendant que le dîner s'éternisait, mon regard a dérivé de l'homme étrange vers les murs de la salle. Mes yeux ont croisé l'objectif d'une petite caméra dissimulée dans l'œil d'un portrait. Elle a pivoté d'1 millimètre. Son objectif brillant d'un éclat rouge me fixait avec une insistance presque humaine. Elle avait l'air d'être contrôlée par quelqu'un. Après le dîner, l'immense télévision est à nouveau sortie du buffet en acajou. Le maître des lieux était là, sur l'écran. Il nous proposa un jeu pour nous divertir. La tablée était excitée. Un serveur posa un boîtier avec un gros bouton rouge au centre de la table. Le maître des lieux nous expliqua. Voici votre premier jeu de la soirée, basé sur le courage. L'un d'entre vous devra appuyer sur ce bouton avant la fin du temps imparti. S'il le fait, il meurt. Mais les autres seront libérés, et leurs sombres secrets resteront enfouis. En revanche, si le chrono tombe à 0 sans que personne n'ait le courage de se sacrifier, vous passerez tous au jeu suivant. Mais vos pires secrets seront révélés dans le manoir. Et la nuit deviendra un enfer. Je ne me rappelais pas leur avoir donné une quelconque information personnelle sur moi. Ce devait sûrement être une mise en scène grotesque pour nous divertir. Je sentais une sueur froide couler dans mon dos. S'ils découvraient ce que je faisais, non, c'était impossible. J'avais effacé toutes les traces. Ils firent des blagues autour de ça. Tout le monde le prenait à la légère. Tout le monde, sauf l'homme étrange en face de moi. Ses yeux étaient écarquillés devant le bouton. Un compte à rebours de 60 secondes se lança sur l'écran. À cet instant, le junkie se leva brusquement de sa chaise. Je l'entendis murmurer. Cette fois, je n'y retournerai pas. Il tendit sa main au-dessus du bouton et le frappa de toutes ses forces. Le compte à rebours s'arrêta. Le bruit se coupa. Les invités le regardaient, stupéfaits. Moi, je fixais sa main ensanglantée. Le junkie souriait. Il ferma les yeux, leva sa tête, puis s'effondra au sol. C'est là que je vis une aiguille sortir du bouton, et un liquide vert coulait encore le long de son extrémité. Tout le monde était pétrifié. Puis, un hurlement de terreur. Là, la pièce sombra dans la panique. J'étais sidérée par son corps inerte allongé sur le sol, et par son sourire figé dessiné sur ses lèvres. Le chirurgien s'approcha du cadavre. En regardant sa main, il constata qu'une forte dose létale de poison lui avait été injectée. Il était bel et bien mort. En balayant la salle du regard, je vis à nouveau l'œil rouge d'une caméra dissimulée. Si ce massacre était filmé, il y avait forcément des spectateurs sadiques pour le contempler. Peut-être même que nous n'étions qu'un programme de divertissement, diffusé sur le dark web. Je les voyais s'affoler. L'institutrice frappait contre la porte d'entrée, mais elle ne bougeait pas d'1 millimètre. L'influenceuse pleurait. Son mascara coulait sur ses joues.
Le courtier faisait les 100 pas, faisant tourner frénétiquement sa montre autour de son poignet. Le maître des lieux apparut sur l'écran. Félicitations! Vous venez de valider le premier jeu grâce à l'initiative de cet homme. Et maintenant, nous avons la confirmation que vous êtes exactement là où vous devez être. Après ça, les portes menant au couloir se sont ouvertes automatiquement. Celui-ci était long, silencieux. Sur les murs, des cadres photos. Des photos de nous prises à la volée dans la rue. Tout se mélangeait dans ma tête. J'avais peur de comprendre. La photo du junkie ne lui ressemblait pas. Elle semblait datée d'une autre époque. Il avait l'air en forme, propre sur lui, heureux. Je sentais mon cœur accélérer dans ma poitrine. Mes mains étaient moites. L'atmosphère était lugubre. Puis, 5 portes se sont présentées à nous. Nos noms étaient inscrits dessus. Nous étions pourtant 6 au départ. À ce moment-là, j'avais compris. Le manoir savait exactement quoi faire de nous. Nous n'étions que des pions sur un damier. Personne n'osait ouvrir les portes. Je me suis lancée et posé ma main sur la poignée. J'entendis un clic de déverrouillage. Sous ces airs de porte en bois massif, il s'agissait en fait d'une porte blindée électronique. Je ne suis pas sûre que les autres l'aient remarqué. Après avoir passé la porte, celle-ci se referma derrière moi. Maintenant impossible à ouvrir. Je m'en doutais. Mais ça devait faire partie de leur jeu macabre. Je devais garder mon sang-froid pour avoir l'esprit clair. J'étais dans une grande chambre spacieuse. Un immense lit à baldaquin, un décor baroque, des fleurs de lys cousues sur les murs, des caméras au plafond. Et sur le lit, une enveloppe. Je l'ouvris. À l'intérieur, l'image d'un vieil écran d'ordinateur. Je reconnus immédiatement ce modèle. C'était exactement celui que j'utilisais lorsque j'ai appris à coder. Celui qui m'avait accompagné pendant bien trop de nuits. Des nuits où j'avais franchi des limites que je n'aurais jamais dû. Mon estomac se noua. Il connaissait mon passé, ou du moins, une partie. Puis un son de cloche me bouscula dans mes pensées. Une voix sortit des haut-parleurs. Nous vous attendons dans la salle des dilemmes pour le prochain jeu. Une porte dissimulée derrière l'armoire s'est ouverte. Ce manoir regorgeait de secrets. En la passant, nous nous étions tous retrouvés sur le palier. En face de nous, une autre table ronde, des chaises, et un écran noir nous indiquait de prendre place. Puis, la pièce plongea dans le noir. Un faisceau de lumière nous éclaira individuellement. Je me sentais comme dans un interrogatoire. Nous avions tous un boîtier électronique devant nous. La voix des haut-parleurs expliqua. Vous avez tous reçu un fragment de la vérité dans vos chambres. Pour ce tour, aucun sang ne sera versé par mes mécanismes. C'est vous qui allez décider à l'unanimité qui doit mourir. Vous avez 15 minutes pour désigner qui d'entre vous mérite le moins de vivre. Le minuteur se lança. Juste après, un long silence s'abattit sur la pièce. Personne n'osait prendre la parole. Nous nous regardions dans le blanc des yeux, attendant que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Ce fut le courtier qui brisa finalement ce silence. Je l'avais déjà remarqué pendant le dîner. Il aimait occuper l'espace, parler fort avec assurance, comme si tout lui appartenait. Personne ne semblait lui avoir donné ce rôle, mais chacun se tournait déjà vers lui. Il proposa que nous révélions tous le contenu de nos enveloppes. Il prétendait que ces fragments de vérité suffiraient à désigner celui qui méritait le moins de vivre.
Personne ne s'y opposa. Sans même nous en rendre compte, nous venions de le laisser diriger le jeu. Il posa son enveloppe sur la table, avec une confiance presque provocante. Il révéla brièvement avoir monté plusieurs fraudes à l'assurance, n'essayant même pas de se justifier. Après ça, il demanda à qui le tour. J'avais vite compris qu'attendre ferait de moi une cible. Alors, j'ouvris immédiatement mon enveloppe. En parlant la première, j'espérais gagner leur confiance avant que les soupçons ne se tournent vers moi. Mon cœur battait si fort. Je leur ai raconté qu'il m'était déjà arrivé de pirater de grandes entreprises afin de revendre des données contre de l'argent. J'espérais qu'ils y croient. Le courtier ne laissa pas le silence s'installer. Son regard glissa aussitôt vers le chirurgien. Celui-ci hésita avant de sortir sa carte. Lorsqu'il la posa sur la table, un mouvement de recul parcourut le groupe. Un cadavre, la cage thoracique ouverte. Sa voix tremblait lorsqu'il avoua avoir accepté de prélever un organe contre de l'argent. Il répétait que ce n'était arrivé qu'une seule fois, qu'il avait voulu sauver une autre vie. Je remarquai le léger sourire du courtier. Il ne cherchait pas à comprendre. Il semblait presque satisfait que les révélations deviennent de plus en plus sordides. Il orienta ensuite toute son attention vers l'influenceuse. Elle finit par déposer sa carte au centre de la table, incapable de soutenir nos regards. Une simple capture d'écran. Une jeune femme la suppliait de supprimer une vidéo. Aucun d'entre nous n'eut besoin d'explication. Nous avions tous compris. Quelque part, une victime continuait sûrement de subir les conséquences de cette publication. Le temps filait. Il ne restait plus qu'une enveloppe. L'institutrice serrait la sienne contre elle. Ses doigts blanchissaient sous la pression. Une larme glissa le long de sa joue. Elle répétait qu'elle ne pouvait pas. Le courtier ne la quittait plus des yeux. Peu à peu, nous avons tous suivi son regard, sans prononcer un mot de plus. Il venait de choisir la personne que nous regarderions mourir. Le chrono affichait 10 secondes. L'institutrice nous suppliait de ne pas voter. Elle répétait qu'il devait exister une autre solution. Personne n'a osé croiser son regard. Je vis l'influenceuse cocher son nom. Les deux hommes firent de même. La majorité l'emportait de toute façon. Alors je les ai suivis. Après ça, le coup de feu retentit. Le sang éclata dans la pièce, ruisselant sur son visage éteint. La salle était silencieuse, sous le choc. Nous étions là, à côté d'elle. Personne n'osait bouger, sauf le courtier. Il se pencha vers le corps et s'empara presque machinalement de l'enveloppe. Il dévoila son contenu. C'était une lettre d'amour adressée à son élève, un collégien, si jeune. L'écran se ralluma. Le maître du jeu était là. Félicitations. Vous venez de passer le deuxième jeu avec brio. Les taux se resserrent. Cependant, les masques ne sont pas totalement tombés. Vous pouvez désormais regagner vos chambres pour un quartier libre jusqu'au prochain jeu. De retour dans ma chambre, l'odeur du sang de l'institutrice me collait encore à la peau. Il fallait que je fasse quelque chose. Il était hors de question de rester là à attendre le prochain massacre. J'ai fouillé la chambre. Toutes mes affaires avaient été rangées, triées, et ils nous avaient laissé nos téléphones. Mais évidemment, il n'y avait aucun réseau cellulaire. Mais une chose était sûre, il y avait un réseau local, masqué, mais extrêmement puissant. En analysant autour de moi, mes yeux se sont écarquillés. Je me suis approchée du boîtier électronique de la porte. Sous son habillage en bois baroque, j'ai repéré une petite fente de maintenance. Un port USB dissimulé pour les techniciens. Un sourire nerveux a traversé mon visage.
Mon cœur battait frénétiquement. J'allais peut-être pouvoir me sortir de là. J'ai sorti mon câble de recharge, j'ai branché mon téléphone directement sur la porte et j'ai lancé mes scripts d'intrusion. En quelques secondes, les lignes de code ont commencé à défiler sur mon écran. Mais quelque chose clochait. Les pare-feux tombaient trop vite, presque sans résistance. Soit ils avaient commis une erreur en laissant ce port d'accès ouvert, soit on m'invitait à entrer. C'était peut-être un piège, mais je n'avais pas le temps de me poser la question. Je pouvais accéder aux caméras de surveillance. Il y en avait partout. Je voyais le salon, le couloir, les chambres. Je voyais le chirurgien, en crise de nerfs. L'influenceuse était très calme, allongée sur son lit. Le courtier en assurance, lui, fouillait sa chambre de fond en comble. Il avait l'air plus malin que les autres. Je parcourais les autres caméras et je découvris des passages dissimulés. Ce manoir regorgeait de pièges. Je vis d'autres salles, derrière des tableaux, sous le plancher. Puis, un sous-sol qui ressemblait à un local technique, truffé d'écrans. C'est à cet instant que j'ai réalisé que le système n'était pas géré à distance, mais que le serveur central se trouvait juste sous nos pieds. Si j'arrivais à y accéder, je pourrais déverrouiller le système et m'enfuir de ce cauchemar. J'essayais de mémoriser un maximum d'informations, quand d'un coup, le son des cloches bouscula mes recherches. Veuillez vous rendre dans le Colisée des Secrets pour la prochaine partie. La porte principale de la chambre s'ouvrit. Je sortis dans le couloir. À côté de moi, il y avait l'influenceuse, mais aucune trace des deux hommes. Nous nous sommes regardés et avons suivi le chemin. Il nous menait dans une nouvelle salle, sombre. Il y avait 2 chaises dans l'ombre. Nous avons pris place. Puis, des projecteurs se sont allumés. Ils illuminaient l'estrade devant nous. Là, j'y ai vu le chirurgien et le courtier, tous deux attachés sur des chaises métalliques, face à face. Ils ne pouvaient pas bouger. Leur visage respirait l'angoisse. Puis l'écran s'alluma. Bienvenue au Colisée des Secrets. Vous êtes cette fois-ci divisés en 2 groupes, les combattants et les juges. Les combattants doivent s'affronter et argumenter pour savoir qui mérite de vivre. À la fin, les juges décideront du vainqueur. La salle s'éteignit. J'étais placé en retrait dans la pénombre. Seuls les 2 hommes sur l'estrade étaient éclairés par les projecteurs. Ils étaient les 2 combattants. Quant à nous, l'influenceuse et moi, étions placés sur les sièges des juges. Notre rôle était simple et terrifiant. Observer leur duel à mort et voter pour celui qui aurait le droit de vivre. Les visages des 2 hommes étaient livides, puis 2 images apparurent à côté d'eux. Pour le chirurgien, plusieurs glacières et sacs en plastique contenaient différents organes. Son trafic n'était pas un cas isolé. Il avait menti. Quant au courtier, son image montrait un homme à la rue, celui dont il avait détruit la vie. Les débats commencèrent, d'une violence inouïe. Le courtier s'est mis à hurler, pointant du doigt les photos de trafic d'organes, accusant le chirurgien d'être un monstre sanguinaire. Mais le chirurgien a complètement perdu son sang-froid. Sa voix est devenue blanche de rage. Il a craché au visage du courtier ses propres péchés, lui rappelant les centaines de vies qu'il avait détruites, poussant des pères de famille au suicide. Il disait que lui, au moins, avait sauvé plus de vies qu'il n'en avait prises. Ils s'insultaient, se renvoyaient la responsabilité de leurs crimes, affirmant chacun que l'autre était le pire des 2. C'était une mise à nu d'une laideur absolue. L'influenceuse regardait le spectacle, fascinée et terrifiée. Moi,
Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à m'enfuir. J'étais plongée dans le noir et toute l'attention était focalisée sur leur duel à mort. C'était l'occasion parfaite pour tenter une évasion. Cette salle, je l'avais vue sur les caméras. Je savais que derrière le tableau, juste dans mon dos, se cachait un passage. J'ai glissé silencieusement de ma chaise en m'engouffrant dans la brèche derrière le mur. Les cloisons étaient étroites. Tout au long de ma progression dans le noir, j'entendais les échos étouffés du Colisée, les hurlements de rage du courtier, les supplications du chirurgien. Puis un bruit lourd, une détonation sourde qui a fait vibrer le béton contre mes mains. L'un d'eux venait de mourir. Je savais que mon tour viendrait si je n'atteignais pas ce serveur. Les plans que j'avais mémorisés sur les caméras étaient exacts. Après quelques minutes à descendre des marches en colimaçon, je suis arrivée devant une lourde porte de service en acier. J'ai branché mon câble sur le boîtier de déverrouillage, et la porte s'est entr'ouverte dans un léger sifflement. J'ai débouché dans un sous-sol technique. C'était immense. Des kilomètres de câbles couraient le long des murs. Mais une chose m'a glacé le sang. Le silence. Un silence de mort. Je m'attendais à devoir esquiver des gardes, des techniciens, du personnel de maintenance. Rien. Pas une ombre. Pas un bruit de pas. Juste le bourdonnement sourd et lointain de la ventilation. Tout ce luxe, toute cette technologie, et personne pour la piloter. Mon intuition me hurlait de faire demi-tour, mais la liberté était trop proche. J'ai avancé jusqu'au bout du couloir. Une double porte en verre s'est ouverte automatiquement à mon approche. La salle du serveur central. Au milieu de la pièce, des dizaines de racks informatiques clignotaient en rythme. Et au centre, sur une console principale, un immense écran s'est allumé à la seconde où j'ai posé le pied dans cette pièce. Ce n'était pas l'image du maître du jeu qui est apparue. C'était une base de données. Un réseau privé où s'affichaient les dossiers de chacun d'entre nous. J'ai cliqué sur mon nom. Et mon souffle s'est coupé. Il connaissait mon secret. Une page web s'est ouverte. Je ne la connaissais que trop bien. Mon ancienne session du Darknet. L'interface d'accueil d'une Red Room. Une ligne de texte s'est affichée en lettres capitales. Bienvenue, participante numéro 6. Nous attendions ton arrivée avec impatience. Mes jambes ont fléchi. Le piège venait de se refermer. Les commentaires que j'avais postés défilaient sous mes yeux. Faites ressortir son estomac. Elle doit rester en passe et le tenir dans ses mains. Arrachez-lui les yeux avec la cuillère. Prenez le scalpel. Pendez-la au crochet. Pendez-la par le dos. Sur le crochet, faites-le sous les yeux de son fils. Faites couler plus de sang. Je voyais aussi apparaître chacun de mes paiements. Les sommes que j'avais versées pour participer à ces horreurs. Je reculais. Pour la première fois, je ne pouvais plus mettre de distance entre ces messages et moi. J'avais des nausées, des sueurs froides. Ces mots étaient les miens. Personne n'aurait jamais dû retrouver ces messages. Comment savait-il ? Puis l'image grésilla et changea. Je vis une personne apparaître à l'écran. Un jeune homme, balafré de vieilles cicatrices, un œil en moins, des doigts coupés. Son visage me disait quelque chose. Puis j'ai revu cette vidéo, les commentaires, les cris. Mon sang s'est glacé. C'était lui, une des victimes de ces Red Rooms.
l'un de ceux que j'avais regardé souffrir derrière mon écran. Et derrière lui, à travers la caméra, il n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes. L'homme ruiné par le courtier, le patient mutilé par le chirurgien, la fille harcelée par l'influenceuse et les parents du jeune garçon abusé. Ce manoir n'était pas un jeu du Darknet, c'était un tribunal. Nos victimes s'étaient retrouvées. Cette fois, c'était elles qui regardaient. Ce manoir était leur jugement vivant. Mon regard glissa vers l'un des écrans. Une caméra montrait encore la salle du Colisée. En mon absence, le débat avait tourné au bain de sang. L'influenceuse avait choisi d'abréger la vie du chirurgien. Après ça, le courtier et elle s'étaient entretués. Il ne restait plus que moi. Le maître du jeu me regardait et les haut-parleurs grésillaient. Félicitations, vous êtes la gagnante de la partie. Le public a enfin obtenu sa vengeance. Nous nous reverrons l'année prochaine pour votre prochain jugement. D'ici là, profitez de votre geôle. Ici, personne ne gagne 2 fois. Une porte s'ouvrit devant moi. À l'intérieur, une chaise. Face à elle, un écran où défilaient déjà des milliers de messages. La caméra était sur moi. En m'approchant, je vis posé au fond de la salle un gant jaune en caoutchouc. Ce gant, je l'avais déjà vu. Un frisson d'horreur traversa tout mon corps. Et là, tout s'est éclairé dans ma tête. Le junkie, il était le gagnant avant moi. Cette geôle n'était pas sa récompense, c'était sa condamnation. Et cette phrase m'est revenue en mémoire. N'essaie pas de gagner. Le temps n'efface rien, il refoule, jusqu'à ce que l'on comprenne nos fautes. Mon corps tremblait, je regardais les messages défiler. Désormais, je n'étais plus confortablement assise dans mon fauteuil, à l'abri derrière mon écran. Cette fois, la Red Room, c'était la mienne. Et la séance venait de commencer.